Bonjour à tous, absolument ravie de vous accueillir dans cette nouvelle émission organisée dans le Conservatoire du Littoral, avec le Conservatoire du Littoral, avec un magnifique plateau comme d'habitude qui va vous faire, qui va répondre à toutes vos questions. Donc d'abord, je vous présente Nicolas Trégoat. Bonjour à tous. Paysan viticulteur à Nartette, sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. Je ne me suis pas trompée. C'est tout à fait ça. Super, vous allez voir, il va vous raconter plein de choses absolument extraordinaires. À ses côtés, Pierre Lacosse, qui est inspecteur de l'environnement du parc national de Port-Cros et qui va beaucoup vous parler des caps Lardier et caps Taillat notamment. Et puis juste à côté de Pierre, Tao Ramsa, qui est responsable des jardins du domaine du Rayol. Alors un bureau comme ça, forcément, c'est merveilleux. Domaine du Rayol, qui s'appelle aussi le jardin des Méditerranées. Et Tao, tu nous expliqueras tout à l'heure pourquoi ça s'appelle ainsi. Alors, le principe de l'émission est simple. Je pense que vous êtes assez nombreux à avoir peut-être déjà participé aux émissions les années précédentes. Vous avez sur une partie de votre écran la possibilité de poser des questions. Je pense que vous l'avez déjà bien compris, puisque nous avons des kilomètres de bonjour qui nous arrivent, avec Marseille qui est impatient que ça commence, l'école Vallon-Réigny, je sais qu'on a le nord de la France à Aire, on a une école de Cazoul dans l'Hérault, on a Salvagny dans le Rhône, on en a pareil, on a la Moselle, tout à l'heure on avait Brest, j'ai vu l'Eure, bon bref, on vous dit bonjour à tous et vraiment trop content de vous avoir avec nous. Posez des questions, vous avez 3 personnes magnifiques qui vont vous raconter des tonnes de choses, qui peuvent répondre à toutes vos questions en direct, donc surtout n'hésitez pas. Alors, le rappel du sujet de cette année, c'est l'eau et le changement climatique, un sujet énorme, très vaste, totalement d'actualité. L'été dernier, il y a eu quand même des gros problèmes de sécheresse partout en France. Donc, bonjour au collège aussi, on a des collèges bien entendu. On a plein de collèges qui arrivent aussi. Bon, bref, donc un gros sujet qui est complexe et qui touche absolument tout le monde dans toutes les régions. Donc, on va vraiment développer ça. Et puis, tout au long de l'émission, on va vous montrer plusieurs photos. On va vous montrer aussi plusieurs vidéos qui ont été respectivement tournées toutes dans le bassin méditerranéen, dans les vignes de Nicolas, sur le cap Lardier et cap Taillat, au domaine du Rayol. Et on a choisi le bassin méditerranéen parce que peut-être des sécheresses un peu plus importantes, en tout cas des choses sur lesquelles, avec des conséquences qui sont assez importantes. Donc on va vous parler de tout ça. Alors on va commencer tout simplement par regarder des photos du littoral méditerranéen qui s'affichent derrière nos intervenants et sur vos écrans pour pouvoir en même temps s'immerger dans cette si belle région, mais qui a aussi tant de diversité à l'intérieur de ce grand et long bassin méditerranéen. Et puis, pour commencer, à répondre à des questions. Alors, c'est qui répond qui veut, comme d'habitude. Aujourd'hui, vous diriez, comment décririez-vous la situation dans le sud de la France? Allez, Pierre. Alors, oui, moi, je fais ce métier depuis à peu près 25 ans. Ce que je vois aujourd'hui, c'est pas ce que je voyais il y a 25 ans quand j'ai commencé. Donc ça change vite. Donc ça change très vite, notamment les milieux forestiers qui commencent à souffrir, alors que c'est des milieux qui sont plutôt stables d'habitude. Je vois déjà des changements qui sont déjà marqués maintenant, alors que ça fait un moment que je fais ce travail, quoi. D'accord. Tao, au niveau du jardin, tu dirais la même chose? Exactement. Dans les jardins, on voit aussi la différence entre tous les végétaux qui ont été déjà acclimatés il y a une trentaine d'années et ceux qu'on essaie d'acclimater maintenant. On se rend compte que ils ont besoin de moins en moins d'eau, en fait, ceux qu'on essaie d'acclimater actuellement par rapport à ceux qu'on avait avant. Alors que dans ce contexte un petit peu de sécheresse permanente, il va falloir commencer à réfléchir à comment se servir de l'eau, et surtout pour les végétaux, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez du bassin méditerranéen, vous dites que vous êtes en sécheresse permanente?
En tout cas, au niveau du jardin du domaine du Rayol, ça fait sur une période de 5 années où on a des sécheresses continues et les végétaux sont vraiment en souffrance à cause de ce caractère-là. Donc oui, sur ce terme-là, je dirais qu'on en sécheresse continue sur le niveau des jardins. Nicolas, dans tes vignes, il y a des choses aussi qui se passent, ça a bougé, ça a changé, tu le constates? Oui, concrètement, nous, on a, du coup, au niveau sécheresse, on le sent au niveau des végétaux. Les végétaux, la vigne se développe beaucoup moins. Elle est beaucoup moins, elle nous fait moins de raisins, donc on a des problèmes aussi de production et on a aussi des soucis de production et on arrive même à des stades où on commence à avoir des parties de vignes qui meurent, un bras, du cep, voire le cep complet qui souffre trop et qui du coup meurt par manque d'eau. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une constante sur le bassin méditerranéen à l'échelle de très peu d'années, tu disais, Pierre, il y a des choses qui changent énormément. Alors, il y a des choses qui changent énormément, mais je ne sais pas s'il faut l'imputer à la seule sécheresse. Parce que, par exemple, là, on vient d'avoir une série de 4 ans à peu près, où on était vraiment dans des déficits d'eau. Donc, alors c'est sûr que sur 4 ans, la végétation, en 4 ans, elle a le temps de vraiment souffrir parce qu'elle n'arrive pas à récupérer avant les vagues de chaleur qui suivent. Mais par contre, des fois, c'est entrecoupé de 2 bonnes années bien humides, qui sont au-dessus des moyennes. Si on fait le bilan de tout ça, en termes d'eau, je pense pas qu'on ait beaucoup perdu, dans mon coin en tout cas, dans ma région. Après, ce qui a changé, c'est sûrement le rythme et surtout, c'est les chaleurs. Là, on a vraiment de plus en plus chaud et c'est ça qui est difficile en fait pour la végétation, je pense. Ouais. Couplé au manque d'eau. C'est vraiment la chaleur et le manque d'eau. Les 2 D'accord. couplés font que c'est un cocktail assez explosif pour les végétaux. Ça leur demande une adaptation qui est quasi impossible en fait, c'est bien ça. Presque. Nous, sur la vigne, on considère qu'à 35 degrés, la vigne se ferme, les stomates se ferment et la vigne ne travaille plus. Et il y a souvent du plus de 35 Et degrés. on se retrouve de plus en plus avec du plus que 35 degrés. Alors, je vais commencer à prendre quelques questions parce que là, j'en vois qui arrivent de partout. Est-ce que les problèmes d'eau touchent toutes les régions de France ? Bien entendu, on est de plus en plus au fait, la population, suite aux alertes sécheresse, aux restrictions d'eau, l'utilisation pendant au moins toute la période estivale est limitée. Donc oui, on en a de plus en plus conscience et ça touche de plus en plus toute la population. Donc ça, on peut pas y échapper. Ok. On a une autre question. Si on n'a plus d'eau, comment ferons-nous et comment feront les animaux pour s'hydrater ? C'est une jolie question. Alors, est-ce qu'on est à se dire, et si on n'a plus d'eau ? Alors, nous, les questions de gestion de l'eau dans le Sud, c'est pas nouveau. En Provence, Pagnol a écrit dessus il y a plus de 100 ans. Donc, la gestion de l'eau, elle a toujours existé. Donc, après, la faune et la flore se sont adaptées pendant des centaines de milliers d'années au climat méditerranéen. Donc ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que si ça change trop vite, effectivement, il y a peut-être des sources qui vont se tarir. Là, tout simplement, les animaux, ils iront plus loin. Ou ils resteront pas sur place, en fait. Hein. Donc, voilà. Et puis, alors, la végétation, elle peut pas partir. Donc, si la végétation, elle a à trop souffrir, tout simplement, ça s'arrêtera. Les plantes qu'on a actuellement ne pourront plus pousser. Alors, il y en aura d'autres qui seront plus adaptées à des sécheresses marquées ou des chaleurs marquées. Mais en tout cas, ça sera plus les mêmes paysages. Ouais, c'est ça. Donc ça, on va en parler beaucoup tout au long de cette émission sur ce qui va changer et justement ce que vous avez commencé à constater, ce qui va changer et comment il va falloir peut-être accepter tous ces changements. Alors je vous propose une première partie avec Pierre dans son bureau. Vous allez voir le bureau absolument magnifique, hein, Cap Lardier, Cap Taillard, on peut rêver pire, hein, clairement. Donc deux caps. Est-ce que Pierre, tu peux déjà commencer à nous parler de la particularité de ces caps? Alors moi, j'en cite 2, mais en réalité, il y a un ensemble de 3 caps. Alors raconte-nous déjà, on va rappeler, parce qu'on a quand même de jeunes élèves, ce que c'est qu'un cap, et quelle est la particularité de ces 3 caps que l'on voit sur la carte qui s'affiche en ce moment devant vous et derrière nous. Alors vas-y, raconte-nous. Alors un cap, c'est un promontoire qui peut être rocheux, hein, ou qui peut s'élever vraiment loin au-dessus de la mer ou être plutôt bas sur la mer, mais qui va s'avancer dans la mer. Quand on sera au bout d'un cap, en général, on est entouré d'eau, sauf par la terre par laquelle on est venu. Donc, c'est vraiment des avancées. C'est déjà des bouts de territoire qui sont très marins, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y aura des embruns salés, etc., etc.
Donc, moi, les caps dont je m'occupe, ils sont situés dans le département du Var, donc c'est dans le sud, dans un massif qui s'appelle le massif des Morts, qui fait partie de cette Provence qu'on dit acide. C'est-à-dire que les terrains qui vont constituer ces caps, c'est du granit, c'est du micaschiste, c'est des choses qui vont pas être du tout les paysages comme on trouvera autour de Marseille, où c'est de la Provence avec des roches qui sont blanches, avec plein de pins d'Alep, etc. Moi, c'est plutôt des styles corse, maquis, voilà. Donc, les caps dont je m'occupe chez moi, c'est des caps qui sont assez parcourus par le. Donc là, on commence à les voir et Voilà, ça c'est le cap Tailla par exemple. Voilà, ça c'est le cap Tailla. On voit bien que cette langue de terre. Voilà, qui est une presqu'île et qui pourrait devenir d'ici à quelques décennies une île. Et pourquoi ça ? Parce que l'isthme sableux qu'on voyait qui le relie à la terre, hein, il est très très peu au-dessus de l'eau et il est possible que là déjà pendant les tempêtes hivernales, il se fait couper et des fois l'accès est impossible. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui se passe sur ces caps ? Ils ont quoi comme particularité, comme richesse de la végétation ou de la faune ? Qu'est-ce qui se passe sur ces caps ? Il y a une unité entre les trois ou ils sont très très différents les uns des autres ? Alors non, il y a une relative unité dans la flore puisqu'on est sur la flore des terrains acides, donc qui sont constitués plutôt par ce qu'on appelle des maquis hauts, donc avec beaucoup de bruyères arborescentes. C'est des très grandes bruyères qui font 3-4 mètres de haut, avec l'arbousier, avec beaucoup de chênes verts et de chênes lièges. Ça, c'est des particularités du massif des Morts. Et par contre, on va aussi trouver évidemment du pin. Et puis, dans les environnements un petit peu plus, on va dire, en clairière ou un peu dégradés, on va trouver des maquis bas où on aura les lavandes, les cistes. D'accord. Donc, il y a une grande variété en fait. Voilà, c'est une très très grande variété et souvent les milieux, on peut passer d'un milieu, par exemple, un petit suintement humide, en quelques mètres, on est passé à un maquis très sec, etc. Donc, en fait, les différences sont très accusées sur des courtes distances. D'accord. Alors, on a plein de questions, ça va être incroyable, il va falloir réussir à tout faire. Je voudrais savoir ce qui s'est passé en particulier sur ces deux caps et pourquoi on a voulu parler de ce sujet-là avec toi quand on pensait à l'eau et le changement climatique. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces deux caps en particulier, Pierre ? Alors en 2017, on a subi un incendie en plein mois de juillet, apparemment à cause d'un mégot, quelqu'un qui a lancé son mégot dans la végétation un soir, en plus c'était le soir, ce qui est compliqué le soir quand ça démarre les feux. On avait un énorme mistral. Alors chez nous, le mistral, c'est un vent qui vient de la terre et qui est très très sec. Et donc, ce petit mégot de rien du tout, il nous a brûlé 500 hectares de végétation. Et c'est parce que on est sur des caps et que c'est la mer qui nous entoure que le feu s'est arrêté. Parce qu'il est arrivé à la mer. C'est ça. Sinon, il aurait probablement continué sa course beaucoup plus loin. Et donc, quand on est gestionnaire d'un site, et comme moi, et où une grosse partie de mon métier, ça consiste à éviter ce genre de choses, c'est à parler avec les gens, à faire de la prévention, à m'occuper des tortues d'Hermann, etc. Et on voit d'un coup, en 2 jours, disparaître ce qui fait notre métier. Alors ça, c'est très dur à vivre sur le moment. Et en même temps, on voit que la végétation, notamment, mais la faune aussi, est adaptée à ce genre de perturbations. Et puis après, quand on se repose, on s'aperçoit que le cap avait déjà brûlé avant, et qu'il rebrûlera sûrement dans l'avenir, et que sur le moment, c'est dramatique. Et après, on arrive à relativiser. Voilà. Mais quand tu dis, OK, le cap a déjà brûlé, etc., est-ce que, néanmoins, cet incendie, certes dû à un mégot, a une résonance particulière parce que c'était une période où il y avait de la sécheresse, où les végétaux étaient quand même en manque d'eau? Est-ce qu'ils auraient mieux résisté s'il y avait eu un peu plus de pluie avant? Comment ça réagit? Est-ce que ça, c'est particulier? Ce qui est particulier, c'est que la végétation méditerranéenne, elle a toujours brûlé. Alors, elle a toujours brûlé pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu une présence humaine très ancienne qui a façonné le paysage par du brûlis notamment,
pour faire pâturer, parce qu'après, quand on a brûlé un endroit, l'année d'après, on a une herbe verte qui sort, etc. Donc il y a quand même une culture du feu, et la végétation est habituée à ça depuis des milliers d'années, en fait. Voilà. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que déjà, c'est beaucoup plus habité qu'avant. Donc on a, en fait, les feux, c'est 95%, c'est d'origine humaine. Et je pense que les 5% qui restent, c'est la foudre qui va tomber dans les taïgas de Russie. En fait, chez nous, c'est toujours à cause de l'humain qu'il va y avoir des incendies. Alors souvent, c'est pas de la malveillance. C'est parce qu'il va y avoir un accident, c'est parce qu'il va y avoir des travaux. Souvent, c'est des travaux, etc. Donc, à partir du moment où vous avez un endroit qui est de plus en plus habité, l'occurrence, enfin le risque que ça arrive, eh ben, il augmente. Et du coup, avant, on avait peut-être un incendie tous les 100 ans qui passait. Donc, en 100 ans, la nature a largement le temps de se refaçonner. Là, on est sur des pas de temps de 40 ans, et peut-être que dans quelques années, ce pas de temps, il va réduire et que tous les 20 ans, on va se taper un incendie. Et ça, par contre, ça va être très mauvais. Ouais, parce Voilà. que là, la nature, elle n'a Voilà. pas le temps. Non, elle n'aura de pas se le temps de régénérer. réagir. Elle n'a pas le temps de réagir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, ce que je vous propose, on va prendre quelques questions parce qu'il y en a partout. Est-ce qu'il y a une question qui vient de Vaux-en-Velin? Est-ce qu'il y a beaucoup de plantes qui meurent à cause de la sécheresse? Bah, vous le voyez peut-être plus que moi. Alors, nous, ce qui est un peu différent, c'est que c'est un jardin. Donc, c'est un jardin avec des espèces exotiques qui sont pas forcément de chez nous. Et Ça veut dire qu'ils ont été introduites. elles ont été introduites, elles ont été acclimatées. Donc, on va pas avoir l'impact sur les végétaux méditerranéens, type pistachier, lentisque, arbousier, vraiment les végétaux locaux. On va vraiment pouvoir le ressentir, nous, sur ces végétaux-là. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Ces végétaux, comme ils sont pas de chez nous, même s'ils sont de climat méditerranéen, ben, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter vraiment aux conditions qu'on a actuellement ici. Mais sinon, tout ce qui est arbousier, pistachier, tout ce qui est vraiment méditerranéen. Donc, ce qui est vraiment implanté de Implanté, très, qui très est longue indigène date. d'ici, voilà, Ouais, c'est vraiment ouais. ça, c'est de notre zone. On peut commencer à voir que il y a des effets. Ça veut dire que ces végétaux qui sont complètement Non. acclimatés au climat Exactement. méditerranéen sont en train de réagir. De subir un petit peu, de réagir à ces périodes de sécheresse de plus en plus longues. Il y a vraiment des endroits, notamment vers Cavalère, vers le Rayol, Tout à là, fait. où on a des versants qui roussissent et où on a vraiment les arbousiers. Tous les arbousiers. Les arbousiers, exactement. le chêne-liège est quand même vraiment en mauvais état, alors qu'on est dans le cœur de l'endroit où ils habitent habituellement, quoi. Voilà. D'accord. Donc là, on commence, peut-être que c'est que des premiers symptômes de quelque chose qui est en train de... Voilà. En tout cas, il y a une Il y a réaction. une réaction, ça ne veut pas dire qu'ils vont de suite péricliter, mais en tout cas, il y a une réaction. Ok. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va revenir au Cap Lardy et Cap Taïa avec et Pierre et Raymond qui nous ont tous les deux accueillis sur ce lieu absolument magnifique. Et on va regarder un film pour voir ce qui se passe exactement sur ces caps et que vous voyez des images absolument magnifiques. Le Cap Lardier, c'est un cap qui est sur la commune de la Croix-Valmer, dans le département du Var. On est sur le site du Cap Taïa, qui a la particularité d'être au centre des 3 caps. C'est le cap central. Et ce qui le rend d'autant plus particulier, c'est que c'est un cap et c'est aussi une presqu'île. Ici, les nuages, ils passent, mais ils lâchent pas forcément leur eau. Donc les végétaux qui vivent ici, il faut qu'ils soient adaptés au sel, ils sont toujours soumis au vent qui les bouscule dans tous les sens. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et en plus, le substrat dessous, on est tout de suite à la roche, il y a très peu de sol, donc c'est des conditions compliquées. On est dans un climat méditerranéen. Un climat méditerranéen, il est caractérisé notamment par une grosse période de sécheresse et de chaleur en plein milieu de l'été, mais compensée par des hivers qui sont doux et qui sont humides. Et en fait, on s'aperçoit depuis quelques années que, notamment l'hiver, on a moins d'eau qu'avant et qu'on a du coup des années de sécheresse qui se succèdent les unes aux autres. On a un changement climatique qui fait que malgré la végétation méditerranéenne, qui a l'habitude d'avoir des épisodes de sécheresse, on constate que l'apport d'eau de pluie se fait de plus en plus sur des périodes espacées. Et ces périodes espacées font que les végétaux arrivent à mourir.
Il y a beaucoup d'arbres qui ont beaucoup de branches qui sont pas en bon état, qui s'assèchent. Et j'ai des arbres qui meurent d'un coup, qui se mettent à jaunir en plein été. C'est très visible sur les chênes lièges. On a des arbousiers aussi qui sont pas en forme. Normalement, les printemps ici, on a une exubérance de fleurs. On a des prairies très fleuries, etc. Et là, ça fait quelques années que j'ai plus cette exubérance du printemps parce qu'on n'a pas assez d'eau l'hiver et pas assez au printemps non plus. L'effet pervers qu'on a sur ces sécheresses, c'est que lorsque on a des sujets qui arrivent à mourir, il va ouvrir le sol. On va avoir donc le soleil qui va venir taper sur les sujets arborescents, arbustifs, pardon. Ce sujet arbustif va lui aussi mourir et il va venir taper sur le sol. Donc cet effet boule de neige fait qu'on a une déshydratation du sol qui est en cascade. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nous, on est quand même dans des sites où on laisse depuis toujours la nature au maximum en libre évolution. Parce qu'on s'est aperçu que plus on intervient et plus on crée des problèmes. Il faut accepter qu'on est dans un moment où on a une bascule, parce que si j'ai les chênes lièges qui vont mourir, j'ai quand même d'autres plantes qui, elles, sont en très bonne santé et sont adaptées au terrain. Et c'est elles qui vont probablement constituer les forêts et les peuplements du futur. On a une évolution paysagère qui est en train d'être marquée. Sur le Captaïa, on a subi plusieurs incendies. Le 24 juillet 2017 a été dramatique. Il y a plus de 500 hectares qui sont partis en fumée entre le Cap-Lardier et le Captaïa. La plage brûlait aussi. Les feuilles de Posidonie, le matin quand je suis arrivé à 6h30, elles étaient en train de brûler. On a perdu 90% de la totalité du site du Captaïa. Quand on a eu l'incendie de 2017, il n'y avait plus rien du jour au lendemain. Et puis là, 6 ans après, on s'aperçoit qu'on a par exemple la barbe de Jupiter qui a réoccupé encore plus de place qu'elle avait avant. Et on a eu une richesse exceptionnelle d'espèces fort rares qui ont, elles, été très contentes que ça brûle au Cap-Lardier en fait. Il y a une chose très importante qu'il a fallu suivre, c'est l'installation de plantes exotiques, notamment avec le mimosa, des graines qui ont été transportées par le vent et qui ont installé des pieds de mimosa dans des endroits où on n'en avait pas et qu'il a fallu tout de suite aller arracher, écorcer pour qu'il n'y ait pas des peuplements de mimosa qui s'installent. Parce que les mimosas, quand ils s'installent, en fait, ils occupent absolument tout l'espace et toute la flore originelle est tuée en dessous. Et en plus, le mimosa est extrêmement inflammable pour l'avenir. Donc, il a fallu qu'on lutte contre ça. La nature, elle change depuis des millions d'années. Hein. Donc, c'est juste une évolution qui est peut-être plus rapide actuellement. Et c'est pas tant la nature qui est en souffrance, ça va être nous, les humains, de voir les choses changer, d'en être les auteurs et pas trop pouvoir agir dessus. Il ne faut pas avoir peur du changement parce que de toute façon, il va arriver. Il faudra s'adapter. Voilà, vous avez vu Pierre dans son magnifique bureau avec tous ces messages importants qui étaient de dire oui, il va falloir que nous acceptions que de voir que les paysages vont changer, qu'il va falloir s'adapter à tout cela, qu'il y a des effets positifs et négatifs. En tout cas, voilà. On va prendre plein de questions parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Alors, j'en prends une première. Est-ce que la France est un des pays les plus touchés par la sécheresse? Pas facile, hein? Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je pense pas. Ouais, je pense Moi, pas, je pense pas non plus. Je pense qu'en Espagne, ils sont bien plus à plaindre que nous. Bon, là, en France, là, en plus, on a vu l'hiver qui s'est passé. Je pense à nos amis du nord de la France ou de la région bordelaise, là, qui ont quand même été, voilà, pas mal touchés. Hein, c'est des années aussi comme ça, qui peuvent être très humides. La Grèce aussi a vraiment à souffrir de... Je pense que les climats méditerranéens un peu plus au sud que nous sont déjà dans une évolution qu'on risque d'avoir dans quelques années, mais que nous, on subit un peu moins en ce moment. Mais on va y arriver, je pense. Oui, c'est clair. Une question d'une école, l'école Sainte-Marthe à Draguignan. Pensez-vous qu'un jour, il y aura plus d'eau?
Ce sont des questions un petit peu anxiogènes. Hein, Un petit peu. voilà. Alors, est-ce que vous pensez ça, qu'un jour, il n'y aura plus d'eau? Alors, non, pas plus d'eau. Donc, c'est pour ça on réfléchit actuellement à toutes les solutions pour économiser cette eau, pour la préserver cette ressource. L'homme ne peut pas vivre sans eau, donc on aura toujours de l'eau, on trouvera toujours un moyen en tout cas, d'avoir cette ressource pour nous et les végétaux. Mais il faut en tout cas faire attention pour pouvoir la préserver au maximum et ne pas se retrouver dans des situations de crise et être rationné en eau, par exemple. Mais voilà, c'est normal. Ouais, c'est une prise de conscience qu'en tout cas, ça en fait, peut être plus rare. Et donc, faut faire ce qui semble se profiler, c'est que les températures, elles augmentent régulièrement. Par contre, enfin, je vois, nous, sur les diagrammes qu'on a, l'eau, elle est toujours là, elle tombe toujours, à peu près dans les mêmes quantités, peut-être un peu plus inégalement réparties dans l'année, mais à peu près, elle est toujours là. Mais ce qui va se passer, c'est que plus c'est chaud et plus il y a besoin d'eau pour l'agriculture, pour nous les humains, parce qu'on va devoir boire, etc., etc. Et puis on est sur une côte qui attire encore beaucoup de gens aujourd'hui et où on est déjà à un point de déséquilibre. En fait, il y a plus de monde que de ressources qui vont être disponibles. Et en fait, ça va être de plus en plus. Donc, il faudra juste économiser, rationaliser l'eau pour que tout le monde en ait, que les agriculteurs puissent en vivre quand ils en ont besoin. Enfin, ça va être un partage encore plus accru et donc plus ça va être technique et plus ça peut mettre des tensions. En fait. Ouais, il y a des mots importants dans tout ce que vous dites. Le collège d'Alvicenne qui demande quels sont les dégâts causés par la sécheresse. Alors, on en a vu. Toi, tu disais, Nicolas, que tu... de la mortalité sur les vignes. Hein. La mortalité sur les vignes, on arrive à de la mortalité, de la baisse de récolte dans un premier temps, hein, oui. de quantité de récolte. Donc après, on est des entreprises, il faut qu'on arrive à vivre et à survivre. Je pense que chez nous, donc moi je viens du terroir de Bandol, je pense que tout simplement, il y a des terres qui seront plus aptes à faire de la vigne. C'est-à-dire qu'il y a sûrement certaines terres qui seront destinées soit à d'autres cultures, soit éventuellement laissées à la nature, on va dire, mais qui seront trop limitantes pour la vigne. Donc là, il y aura sûrement, je pense qu'à terme, l'appellation Bandol aura une surface plus limitée. Mais attends, Nicolas, là, dû au manque d'eau. Tu parles d'un laps de temps que tu pressens proche? On a l'impression que ça va vite. Mais après, dire si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, c'est difficile à dire. Mais ça va vite en tout cas. Mais ça va assez vite, oui. Ouais, super, ok. Alors, une autre question. Quand il y a un feu dans la forêt, est-ce que les animaux meurent ou est-ce qu'ils arrivent à se sauver? C'est l'école de Vron qui nous pose cette question. Que font-ils? Là, on était bien placé sur l'Ardier. Oui, alors, il y en a plein qui partent. Hein. Tout ce qui peut courir et qui peut voler... relativement rapidement ou du moins voilà, en allant un peu plus vite que le feu. Le feu, c'est du 2,5 km à l'heure. Donc, d'accord. Voilà. Après, tout ce qui va plus lentement que ça, 2,5 km à l'heure, non, ça s'est brûlé. Hein, voilà. Et il faut aussi imaginer toute la microfaune. Hein, on n'y pense pas trop. Tout ce qui est les petites chenilles, les petits coléoptères, les fourmis, etc. Tout ça, c'est cuit. Hein. Ouais. Donc, il y a quand même une perte qui est assez énorme. Après, il y a beaucoup de... Alors, ça peut arriver qu'il y ait des grosses bêtes qui se fassent prendre parce que des fois, il y a des sautes de feu qui vont faire des fronts multiples, donc où là, ils ne peuvent pas se sauver. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Après, tout ce qui est reptiles aussi. Mais après, pour tempérer ça, pour l'avoir vu aussi dans des endroits... quelques jours après l'incendie, quelques 10, 15, 20 jours après l'incendie, dans des endroits qui sont absolument noirs, mais noirs tout autour à des centaines de mètres à la ronde, on arrive à trouver, au milieu de quelques rochers qui émergent, où il y avait des failles, des mues de couleuvres, par exemple, qui étaient donc dans ces failles, qui ont pris l'incendie, qui ont dû tousser un peu, voilà, et puis qui sont ressorties un peu après, et qui ont fait leur mue parce qu'elles continuent de grossir. Elles sont allées chasser quand même 2-3 trucs qui restaient. Voilà. Mais c'est sûr qu'après l'incendie, c'est un grand silence. Hein. Il n'y a plus rien qui a... Voilà. Il faut imaginer ce que c'est. Oui. Un maquis méditerranéen, alors l'été, ce n'est pas là que c'est le plus riche, mais ça grésille un peu. Là, d'un coup, silence complet. Oui. Et toi et Raymond, vous m'en avez parlé quand j'étais sur place avec vous.
Et je pense que ce silence doit être absolument C'est assez terrifiant. C'est radical. Ouais. Ouais, ça doit être assez terrifiant. Un petit... une question, elle n'est pas simple. Ils ont dû vraiment... Vous avez dû travailler beaucoup pour poser des questions aussi simples. Alors, est-ce que la montée des eaux est plus grave que la sécheresse? Hey! Ouh là, vaste question. Je pense que ça dépend pour qui. Voilà. Ça Du dépend lieu où on se et situe, quoi. ça dépend où on se situe géographiquement. Je pense que pour la Camargue, ça va être un vrai problème. Oui. Oui, la montée des eaux, ça va être... Nous, sur les caps, on est dans un milieu rocheux. La montée des eaux, elle arrivera, mais elle va grignoter des plages, mais elle ne va pas ensevelir nos terrains. Donc ça dépend vraiment et du lieu et de ce qu'on y fait. Oui, c'est clair. Une question de Vaux-en-Velin. Pourquoi ne pas prendre l'eau de la mer? Alors, c'est de l'eau de la mer, peut-être pour... Je pense qu'ils doivent parler de désalinisation pour arroser. Pourquoi ne pas faire ça? Alors, ça se fait. On entend notamment parler de la ville de Barcelone qui fait beaucoup ça parce qu'il y a un manque beaucoup d'eau. Je crois qu'économiquement, c'est quand même très, très cher. Et énergétiquement, c'est pas non plus une solution parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est du temporaire pour pouvoir assurer de l'eau à la population, mais dans le cadre notamment agricole, on va pas mettre cette eau dans nos vignes ou dans nos cultures maraîchères parce que c'est pas la solution. Économiquement, ça va être trop cher et au niveau énergie, c'est trop gourmand en énergie par rapport aux produits qu'on va sortir avec. Ça revient à ce que tu disais, Pierre, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut se poser la question du partage. C'est ça. De l'usage. Et puis de la consommation qu'on fait. Moi, je suis dans un coin où il y a beaucoup de résidences secondaires. Elles ont toutes une piscine. La piscine, c'est une appropriation de l'eau. Alors, c'est très bien pour les hélicoptères quand il y a les feux, mais... et souvent, d'un gazon en plus. Hein. Ah oui, alors en plus, avec des petits gazons anglais, parce que dans la Provence, ça va bien. Donc, c'est ça. Les vraies questions, elles sont là. On peut parler de sobriété. Il faut être plus sobre. On continue avec les questions. Pourquoi les vignes restent... Alors, attends, je vois pas qui arrive à poser cette question, mais parce que je n'ai pas mis mes lunettes, et pardon à cette école. Pourquoi les vignes restent plusieurs jours inondées alors qu'il ne pleut plus depuis plusieurs jours? Alors, je pense que c'est pour parler de la nature du sol, non? Ça dépend des terrains. Ça dépend des terrains, exactement. Alors, raconte-nous ça. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit tout simplement la vigne peut être sur une nappe phréatique qui remonte en fin d'hiver. Alors ça paraît quand même assez rare. Le plus évident, ça serait que les terrains soient tassés et la nature des sols, c'est-à-dire si on a des sols avec beaucoup d'argile, on peut se retrouver avec du coup l'eau qui reste et qui stagne plus longtemps, qui va avoir plus de mal à s'infiltrer. D'accord. Donc là, c'est plus sur la nature du sol. D'accord. Et il y a une nature de terrain qui est qui supportera mieux la sécheresse? Par exemple, Alors, en général, justement, les argiles se remplissent d'eau, gonflent avec l'eau et vont la redonner plusieurs mois après. Donc, évidemment, si on est en zone argileuse, tout à l'heure, on parlait justement sur les caps où il y a beaucoup de roches et pas beaucoup de sol, de substrat. Donc, forcément, ils ont beaucoup moins de réserves en eau. Nous, évidemment, sur la vigne et les cultures en général, on cherche justement une des solutions, entre guillemets, pour l'avenir, c'est d'essayer d'améliorer cette rétention en eau des sols pour que le rare pluie qu'on en profite pleinement et qu'elle reste bien dans les sols et qu'elle puisse ensuite redonner de l'eau à nos plantes. D'accord, super. Une question sur la Camargue, comment la protéger de la montée des eaux? C'est quand même, il y a un mot qui est important là, que pose là, je trouve, c'est le mot protéger. Est-ce qu'on doit protéger ou est-ce qu'on doit s'adapter? Alors, comment protéger de la montée des eaux la Camargue? Il y a différents points de vue. Il y a eu du travail, parce que c'est des questions difficiles. Alors. Clairement. Protéger, je pense que c'est compliqué et on va être obligé de s'adapter parce que protéger, c'est une débauche d'énergie qui va pas forcément être utile sur le long terme. Ça va peut-être résoudre le problème sur quelques années, mais au final, c'est une action qui ne sert strictement à rien parce que les ouvrages artificiels, c'est pas une solution écologique envisageable. À mon sens, il faut vraiment laisser faire la nature et puis s'adapter. Et malheureusement, reculer les habitations, par exemple, qui sont trop en bord de mer, reculer toutes les activités qui sont trop vraiment sur le trait côtier et pour permettre une continuité de ces activités. Alors, c'est intéressant tous les trois parce que vous êtes déjà dans cette logique-là.
d'une adaptation. C'est-à-dire que vous avez déjà intégré le fait que on ne peut pas lutter. Lutter contre la nature. Il va falloir trouver des solutions pour être avec la nature. Mais on ne pourra pas lutter, en effet. Et c'est ça qui va être intéressant dans toute la discussion et tous les échanges. Une dernière question, puis on va continuer un petit peu. Est-ce que les grosses sécheresses peuvent nuire aux rivières et aux fleuves? Oui, je crois qu'il faut aller voir en ce moment dans les Pyrénées-Orientales, où ils n'ont pas eu d'eau. On parlait de Barcelone tout à l'heure, mais du côté français, c'est pareil, il n'y a pas d'eau depuis un moment. Il y a des rivières qui sont totalement à sec. Et il faut savoir que dans les rivières, il y a toute une vie. Souvent, elles sont assez maltraitées d'ailleurs en France, les rivières, les fleuves. Il y a toute une vie aquatique avec des poissons, avec des coléoptères, avec de la flore aquatique, etc. Quand d'un coup les rivières s'assèchent, toute la faune et la flore qui est associée à ce milieu-là, elle disparaît. Donc il y a des risques et puis il y a déjà des cas où malheureusement on a des rivières qui sont complètement asséchées et où le cortège du vivant, il va falloir un certain temps pour qu'il se refasse. Si c'est possible, évidemment. Oui, ça fait comme un effet domino, quoi. Okay. Tout à fait. Ça manque, paf, 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 et derrière, on a et faune et flore qui sont impactés, et donc par voie de conséquence. Allez, j'en prends encore une. CE2 de l'école de Saint-Vincent à Brest, je salue ma Bretagne préférée. Est-ce que la sécheresse touche toute la France ? On avait déjà un petit peu cette question. Ouais. Alors, sécheresse, ça va être intéressant, ou des problématiques d'eau. L'année dernière, elle a touché toute la France. Parce que, mais comme il y a eu des sécheresses, je pensais à celle de 1976, il y a eu des sécheresses, il y aura encore des sécheresses. Donc, sur une année plus sèche en Europe occidentale, il y a tous les pays qui vont être dans une année plus sèche. Après, il y a quand même une vraie différence entre un climat méditerranéen puis un climat atlantique, tu parlais de la Bretagne, mais néanmoins, ils ont des conditions aussi différentes. Tout à fait. Donc, voilà. Je crois qu'en 2022, il y en a eu un peu, il y avait des soucis de sécheresse. Oui, même en Bretagne. Sur la période estivale. Après, a priori, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que la côte atlantique prendrait plutôt plus de précipitations. Oui. Et que le climat, alors que la Méditerranée, on aura de moins en moins. La côte atlantique, a priori, prendrait plus de précipitations. C'est un peu ce qui s'est passé cet automne avec les différentes inondations qu'il y a pu avoir dans le nord de la France et tout ça. Donc, a priori, sur l'ouest, ils devraient au contraire prendre un peu plus d'eau. Et même, on voit cet automne aussi sur Bordeaux, ils ont eu énormément d'eau pendant l'automne avec des très, très gros cumuls. Après, c'est aussi une autre problématique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sécheresse, mais trop d'eau, c'est pas non plus une bonne solution non plus. Et puis, en fait, le problème, ça va être la répartition de cette eau. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle tombe dans le Pas-de-Calais qu'on va la récupérer à Marseille et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment, je pense, chacun a ses problématiques et son adaptation. Je pense surtout que ça va faire un peu des grands chocs. Des périodes où on aura beaucoup d'eau sur un peu de temps, et puis des périodes où on n'en aura plus du tout pendant un bon moment. Donc c'est là où, c'est ce qu'on dit, il va falloir trouver des solutions, s'adapter et essayer de faire avec. Ouais, je pense adaptation, ça va être le mot qu'on va entendre beaucoup. Il y a tellement de questions. Il faut pourtant qu'on enchaîne un petit peu, mais Vaux-en-Velin qui demande est-ce qu'il existe des plantes qui résistent à la sécheresse, Tao? Tout à fait. Il y a énormément de plantes qui se sont vraiment adaptées depuis des milliers d'années à vraiment faire des réserves pour pouvoir subvenir à leurs besoins pendant toutes ces périodes de sécheresse. Un petit peu comme tout ce qui est plantes grasses, succulentes, qui ont vraiment des feuilles très épaisses qui vont consommer de l'eau au fil de chaque saison estivale. Et ça, c'est vraiment une adaptation spécialement pour la sécheresse. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse attention, mais je ne vais pas raconter tout ce que tu nous dis après dans le sujet vidéo, mais qu'il va falloir justement réfléchir à ce que l'on plante dans nos jardins. Une question, quel est l'arbre le plus touché par la sécheresse? Ça va dépendre des régions. Oui, totalement. Oui. Qu'est-ce que... Vous avez là quand même des plantes méditerranéennes comme le chêne-liège, l'arbousier qui commencent à être touchés. Oui. Nous, clairement. Les chênes commencent à vraiment souffrir. Ouais. Et dans d'autres régions? Certainement aussi. Après, voilà,
C'est vraiment, ça dépend de l'endroit où on est. Hein. Ouais. Pas... Ouais, c'est ça. Ok. On va enchaîner un petit peu. On garde vos questions en réserve. Il y en a des kilomètres. Je ne sais pas comment on va réussir à répondre à tout, mais on va y arriver à peu près. Maintenant, je vous propose de faire un petit voyage dans le bureau de Monsieur Nicolas. Alors, Monsieur Nicolas, on est sur Nartête, Saint-Cyr-sur-Mer. On est donc, on va regarder la carte. On est de l'autre côté. On est à l'ouest de Toulon. On est entre Marseille et Toulon. Voilà. À peu près au milieu entre les deux. Voilà. J'ai mis un petit peu de temps avant de réussir à trouver ton bureau. Très Je me bien. suis un petit peu perdue ce jour-là, mais j'ai fini par y arriver. Est-ce que tu peux nous présenter, Nicolas, ton activité de vigne? Alors, moi, je suis donc sur le territoire du Conservatoire du Littoral sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et je loue des terres qui sont en production. Donc, on est sur l'appellation Bandol et je travaille la vigne. Donc, c'est un terroir à vigne et du coup, j'ai 15 hectares de vignes sur ce territoire-là. Et je Donc, rajouterais produis que du tu raisin. as 2 ânes. Et j'ai 2 ânes Alors, ce que qui me mangent l'herbe. Mais alors, raconte à quoi servent ces 2 ânes? Est-ce que tu es en production bio? Oui, alors je suis en agriculture biologique et les ânes, à l'origine, du coup, c'était les gens qui s'occupent du site pour le conservatoire, donc les collègues de Pierre, et sur mon site, qui les avaient pris pour faire du nettoyage dans les bois, pour justement en prévention des incendies, donc nettoyer un peu tout ce qui est broussailles. Et finalement, il y a eu un peu des soucis avec des gens un peu malveillants qui avaient tendance à ouvrir les enclos et autres. Donc les ânes se sont retrouvés à des endroits où ils ne devaient pas être. Et du coup, depuis que je suis là, je les ai ressortis un peu de leur enclos et ils viennent me manger l'herbe pendant l'hiver dans mes vignes. Voilà, c'est super. Très C'est sympa à voir. désherbage, super tranquille. Ils sont magnifiques, ces ânes. Ils sont super mignons. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo. Alors, ça va être intéressant parce que alors, ce jour-là, je dois dire qu'on a été gâtés. Il y avait vraiment de la pluie et plus que de la pluie. Pauvre Nicolas, il a dû être interviewé sur une pluie pendant que, personnellement, j'étais abritée sous un parapluie. Il fallait protéger la caméra. Mais ça va être intéressant parce que tu vas bien nous expliquer que pluie n'égale pas toujours bénéfice aujourd'hui pour les plantes. Je vous propose de regarder ce sujet vidéo maintenant. On a de moins en moins de pluie, alors de plus en plus de chaleur. Et c'est surtout qu'en climat méditerranéen, en général, les pluies sont justement à l'automne, un peu comme on a aujourd'hui. Mais du coup, on en a de moins en moins. On a aussi beaucoup moins de pluie pendant l'hiver. Et du coup, les sols ont du mal à se recharger en eau. On a plus souvent des épisodes très forts, donc notamment à l'automne où il pleut, mais il pleut des grandes quantités, mais qui sont presque trop importantes et c'est beaucoup d'écoulements et peu d'eau qui rentre finalement dans les sols. Ça fait depuis 3 ans qu'on est vraiment sur des périodes de sécheresse. On a très peu de végétation qui se forme sur les pieds de vigne. Les raisins ont du mal à gonfler, à grossir. On a des problèmes du coup de récolte et de quantité de récolte. Ces grosses chaleurs créent un tel stress sur le pied que le pied a tendance à mourir. Donc c'est des vrais soucis sur l'avenir et des vraies interrogations. On essaye de faire des apports de matière organique, donc on va récupérer des fumiers d'animaux, des composts de déchets verts pour essayer d'enrichir un peu les sols. Et à la fois, on va aussi semer des choses dans les vignes qui va permettre de couvrir les sols, qui va éviter l'évaporation des sols. On dit toujours qu'un sol couvert garde mieux l'eau. Donc on va essayer de créer un paillage un peu pour protéger les sols du soleil et en période estivale. On est en train de chercher des cépages dans des régions plus chaudes, du coup, qui sont déjà adaptés à des régions plus sèches, plus chaudes, et qui potentiellement, qu'on pourra planter chez nous plus tard, qui seront du coup adaptés à notre futur. Je pense qu'il y a certains efforts à faire, il y a des choses qui vont changer, mais je pense qu'il faut les vivre positivement. C'est une bonne façon de se remettre en cause, de réfléchir, d'inventer, de créer des nouvelles choses. Je pense que l'agriculture, on cherche beaucoup en ce moment, et on cherche beaucoup à se renouveler et à trouver des solutions, et c'est pas évident.
Voilà, vous avez vu Nicolas dans ses vignes. Un jour de pluie, mais Nicolas, il y a justement une question qui m'intéresse particulièrement. Quand il pleut, est-ce que cela résout tous les problèmes? Alors, ça dépend de la pluie. Alors, allons-y. Donc, quelle pluie te Ça dépend de la convient, qualité de la quelle pluie. ne va Non, pas? le problème, évidemment, c'est les gros orages. Je pense que vous avez tous entendu parler des inondations qu'on peut avoir, notamment, là, il y a eu à nouveau dans le Gard, hein, il y a eu de grosses inondations. Il y a peu de temps. En fait, c'est l'intensité des pluies. Notre souci, c'est l'intensité des pluies qui, sur des endroits comme par chez nous, qui sont assez pentus, en fait, au lieu de rentrer dans les sols, elles emmènent le sol avec eux Ça ruisselle, quoi. et ça ruisselle et ça emmène toute la couche fertile qui est finalement sur les 15-20 premiers centimètres de sol. Et la pluie, du coup, peut que faire plus de dégâts que de qualité pour nos cultures. Donc après, le petit crachin breton nous irait bien en Provence. Malheureusement, on l'a peu. Après, cette année, par exemple, on a eu un hiver qui était plutôt chouette de ce côté-là. Donc on part avec des réserves un peu plus importantes. D'accord. Donc on voit que ça évolue, qu'on a tendance à avoir des années de plus en plus sèches. Mais de temps en temps, comme cette année, on part quand même avec des réserves en eau qui sont beaucoup mieux que les années précédentes, et donc on espère pouvoir passer une saison plus confortable. Donc là, tu es un tout petit peu plus serein cette année. Tout à fait, oui. Et quand tu expliques dans la vidéo que tu es déjà en train de chercher d'autres cépages, d'autres types de vignes, on va expliquer Oui. pour les jeunes qui nous écoutent, c'est parce que tu penses qu'il faut quand même déjà réfléchir à comment s'adapter à des sécheresses récurrentes ou des températures de plus en plus hautes, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, on s'en rend déjà compte, c'est-à-dire que sur des cépages qui sont peut-être plus adaptés sur des régions un peu plus septentrionales, plus dans le nord de la France, qu'on a pu amener en Provence, par exemple, je vais prendre l'exemple de la Syrah. La Syrah, chez nous, maintenant, ça donne des choses qui sont C'est quoi la Syrah? Donc, c'est une des variétés de vignes D'accord. qui nous servent à faire du vin. Mais sa région de prédilection, c'est plutôt le Rhône, du coup un peu plus haut. Alors, mais il y a quelques années de ça, on en a descendu parce que c'est un très beau cépage et que ça fait quand même des belles choses dans le sud. Mais on se rend compte que maintenant, ça commence à être un peu trop sensible à la sécheresse et que du coup, ça nous donne des produits. Donc, on va parler du vin parce que nous, c'est des raisins destinés à faire du vin, qui sont beaucoup moins intéressants, qui sont très déséquilibrés. Donc, c'est beaucoup d'alcool, mais peu de richesse et peu de qualité gustative. Et du coup, ce type de cépage risque de disparaître par chez nous. Et à l'inverse, on est en train du coup de chercher des cépages dans des régions plus chaudes, donc en Espagne, en Italie, et pour venir les adapter chez nous et se préparer justement à des périodes plus sèches. Mais j'ai l'impression, en t'entendant parler, que c'est un peu comme si on revenait à quelque chose de plus presque normal. C'est-à-dire, on a voulu importer des choses qui n'étaient au début pas du tout de ce type de terroir. Ça a marché pendant quelques années. Maintenant que les conditions deviennent plus extrêmes, il faut revenir à quelque chose de plus logique. Non, alors, je me trompe ou... Je pense que ça s'est toujours fait dans l'histoire. Hein. Il y a toujours eu des périodes. Enfin, là, je parle en termes de siècles ou autres. Je pense qu'il y a eu des adaptations. Les cépages se sont sûrement un peu promenés entre le nord et le sud. Hein. Donc, il y a toujours eu des adaptations. Là, ce qu'on voit, c'est que ça vient assez vite et qu'il faut vraiment s'adapter assez vite. Donc oui, on va aller chercher d'autres cépages. Alors par exemple, nous, on a la chance sur Bandol, on a un cépage qui est le Mourvèdre et qui vient déjà d'Espagne, qui avait été importé il y a un moment, donc qui est déjà adapté. Donc on a déjà cette chance d'avoir ce cépage qui devrait pouvoir résister assez bien. Après, là où on va être confronté, c'est qu'on aura sûrement moins de production. Donc après, c'est des questions d'équilibre économique au sein des entreprises et c'est de trouver une valeur ajoutée un peu plus importante à notre produit parce qu'on risque d'avoir des rendements qui vont baisser et donc produire tout simplement moins de vin et de pouvoir continuer à en vivre. Bien sûr. Simplement. On va continuer avec vos questions. Est-ce que les fruits poussent même si les arbres n'ont pas assez d'eau? Alors toi, tu réponds sur la vigne, tu dirais quoi? Si tant est qu'on puisse parler d'arbres et de fruits, mais ça, à peu près. Non, mais je pense que on peut généraliser à l'ensemble des fruits. Hein. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a deux choses qui se passent. Je dirais qu'il y a les effets, comme on disait tout à l'heure, un peu de montagne russe du climat, qui font que, qu'est-ce qu'on a comme souci? On a
des problèmes de gelée qui nous arrivent et qui nous arrivaient moins auparavant. C'est-à-dire que comme il fait plus doux l'hiver, les végétaux ont tendance à partir plus vite. Et notamment sur les fruitiers, ils ont beaucoup de soucis avec ça. C'est-à-dire que du coup, les fleurs, donc les fruitiers commencent par fleurir. Et les fruitiers, ben, du coup, ils fleurissent tôt. Et l'inconvénient, c'est que du coup, on a des risques de gel qui sont beaucoup plus importants derrière. Et donc, beaucoup plus de soucis au niveau du gel. Nous, au niveau de la vigne, on l'a aussi. Donc, il y a des années où, moi, je suis en bord de mer en Méditerranée, mais ça m'est arrivé de geler au printemps sur des vignes, sur des jeunes pousses. En climat méditerranéen. Donc on a à la fois ça, et après au niveau de l'eau, je dirais que c'est plus une question de calibre de fruits, donc une question de taille de fruits, de bon développement du fruit. Donc quand on en sécheresse, c'est plus petit. C'est plus petit, c'est moins, les fruits se sont moins grossis. Ouais, donc il y a un impact nécessairement. Quels sont... Alors on a plein de questions. C'est joli ça. De quelle manière pouvons-nous limiter notre consommation d'eau ? De tellement de manières. Je vous laisse, messieurs. Oui, il y a plein de manières au quotidien. Ne serait-ce qu'en se brossant les dents, ne pas laisser couler l'eau, en faisant attention en faisant la vaisselle, par exemple. Après, on peut aller plus loin dans le jardin en n'arrosant pas tous ces végétaux. Il y a énormément de manières différentes d'économiser de l'eau au quotidien. Ça, c'est en fait, il faut juste y réfléchir. Il faut juste y réfléchir et se dire, là je gaspille peut-être un peu d'eau et arrêter. Ouais, c'est ça. Changer ses habitudes, peut-être aussi. Réfléchir tout le temps à tous nos gestes consommateurs d'eau. Comment faire pour qu'il y en ait un petit peu moins, c'est ça en fait. Une jolie autre question. Quels gestes pouvons-nous faire pour empêcher les dégâts de la sécheresse ? Alors, je ne sais pas ce que cette classe entend par dégâts, parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Qu'est-ce que vous répondriez cela ? En fait, ce qui est un petit peu compliqué pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dont on est un peu les auteurs, parce qu'on est très riche en France et qu'on consomme, etc., beaucoup de choses. On dérègle le climat parce qu'on est une civilisation du pétrole. Tant qu'on ne changera pas ça, on n'aura pas trop de façon de changer le changement, en fait, de l'altérer le changement. Parce que le problème, c'est que là, on est parti dans un mauvais train. Et pour arrêter le train, il faut juste qu'on arrête de consommer du pétrole, de faire venir tout. On a des aliments qui nous arrivent dans l'assiette ou nos pantalons qui ont fait déjà 2 fois le tour de la Terre pour nous arriver. C'est pas normal. Il faut produire localement, il faut limiter. Qu'on consomme moins de pétrole. Et là, on aura une action sur la sécheresse, sur la chaleur, surtout. Mais tant qu'on fait pas ça, mais de façon radicale et collective, pas nous. Je pense qu'on aura du mal à changer quoi que ce soit. Mais puis pas que nous les Français, hein. Je veux dire, c'est mondial. C'est clair. Ouais, réponse. Une question de Vaux-en-Velin. Est-ce que la sécheresse peut avoir des avantages malgré tout ? Alors, moi je vais répondre sur la vigne, mais c'est un exemple. Hein, je pense qu'il y a des régions plus au nord, on va dire par exemple la vallée de la Loire, au niveau vin, je pense qu'ils vont profiter d'avoir un effet sécheresse et un peu plus d'ensoleillement. C'est-à-dire que c'est des zones où finalement ils vont peut-être avoir plus de meilleures années, entre guillemets, plus régulières, hein, parce que du coup, eux sont dans des climats qui sont un peu plus difficiles, donc il y a des années où c'est plus compliqué de produire de jolis raisins, et s'ils ont un peu plus d'ensoleillement, un peu plus de chaleur, ils arriveront sûrement à produire un peu plus de raisins. Donc il y a forcément des endroits où ce sera quelque part bénéfique. Ouais. Tao, dans un jardin ? Dans un jardin, non, je ne vois pas forcément de... Tu vois pas de bénéfice ? Non, de bénéfice à avoir de longues périodes de sécheresse. Et moi, si je te challenge en te disant, en ayant des sécheresses, ça oblige à repenser nos comportements face au jardin, par exemple ? Alors, ça c'est sûr, mais c'est pas un avantage direct pour moi de la sécheresse, c'est indirect. Ça vient parce que c'est en réaction à. Et c'est vrai que je préférais pouvoir agir sur la cause de la sécheresse, c'est-à-dire le réchauffement climatique et qu'on en est tous la cause. Ouais. Donc, superbe. Nous, pour la sécheresse, c'est un peu une des observations qu'on a fait après l'incendie, puisque le milieu avait été radicalement changé. Là où on avait des forêts, on n'a plus de forêts. On a des maquis qui sont en train de revenir vers des forêts, si elles ont le temps. Mais ce changement qui, pour nous, a été un peu tragique, en fait, pour beaucoup d'animaux et de plantes, il a été bénéfique.
Alors raconte-nous ça. Parce que tu as des espèces qui sont adaptées aux endroits désertiques. Donc elles attendent que ça devienne désert en fait. Donc pour elles, c'est un bienfait. On pourrait dire, je ne sais pas, je vais citer une espèce, par exemple le lézard osselet, qui est un gros lézard avec des taches bleues, qui aime les endroits désertiques. Le Caplardi était très boisé. Si un jour ça devient un gros tas de cailloux, peut-être qu'on aura beaucoup de lézards osselets, alors qu'on en a très peu maintenant. C'est pour te dire que la nature, elle a horreur du vide, on dit. Hein. Il y a toujours quelque chose qui va la remplacer jusqu'à un certain point, et puis en fonction des adaptations. Donc, ce qu'on considère peut-être tragique pour nous ne l'est pas forcément pour tous les compartiments de la nature. L'adaptation, elle est en cours. Alors, elle est en cours très rapide, mais c'est peut-être là où elle va nous proposer des solutions que nous, on n'a pas encore. Quoi. Oui, il y aura des opportunités pour certaines espèces de prendre un peu plus de place. Voilà, ouais, c'est ça. On continue. Yuma du Collège Avicenne, le changement climatique et ses effets, a-t-il un impact sur les vignes? Je pense que tu as répondu. Tu as répondu que c'était oui. Alors sur la sécheresse, une autre question, est-ce que la déforestation est une des raisons? Alors, c'est sûr que ça augmente la sécheresse, ça c'est sûr, parce qu'en gros, le sol a besoin d'avoir une capacité de rétention en eau assez importante, et ses racines et son couvert végétal fait que l'atmosphère est beaucoup plus humide et elle se conserve beaucoup mieux. Donc si on enlève ces arbres, le soleil tape, c'est le sol, c'est ce qu'expliquait Raymond. Ça s'évapore beaucoup plus rapidement, et après quand il pleut en plus, il y a des grégissements de terrain. Parce que ça s'infiltre trop rapidement, où il n'y a pas de structure pour retenir vraiment toute cette surface, et il y a tout qui glisse, et voilà. Donc la déforestation, c'est quand même un facteur de démultiplication, totalement aggravant. Ouais. Déjà parce que les forêts, un milieu forestier, c'est un milieu qui est très tempéré. En forêt, il fait moins froid qu'en dehors de la forêt, il fait moins chaud qu'en dehors de la forêt, il fait plus humide qu'en dehors de la forêt. Alors, plus la forêt elle est grande, et puis plus le climat est tendu et en fait... en équilibre en fait. Quand on a une toute petite forêt, ça vaut pas grand-chose. Nous, on l'a vécu pendant l'incendie, la forêt disparaît, et on a un assèchement généralisé de la zone. Parce que d'un coup, elle tient plus l'eau comme avant, il y a cette espèce de mésoclimat, là, il n'y est plus en fait. Voilà. Et puis, il faut savoir quand même aussi que les forêts, peut-être pas à l'échelle de la région méditerranéenne, mais si on parle de l'Amazonie ou des grandes forêts d'Afrique, etc., elles ont une réelle incidence sur le climat mondial. Plus on coupe ces forêts-là, plus le cycle de l'eau est dégradé. Et alors en plus, quand on coupe le bois qui lui stocke le carbone, on remet le carbone en circulation dans l'atmosphère, et c'est exactement ce qu'il faut éviter. Ouais. Donc aujourd'hui, un des messages serait plantons. Ouais. Mais pas que chez nous. Il y a vraiment partout. Des endroits où... Voilà. Une question, je ne vois pas d'où parce que c'est écrit trop petit, pardon encore. Pourquoi les nappes phréatiques sont-elles sèches alors qu'il y a de l'eau naturellement sous la terre? C'est pas simple d'y répondre, ça. Une nappe phréatique. Vas-y, Pierre, tu te sens d'expliquer la nappe phréatique? En fait, une nappe phréatique, c'est quand, par exemple, sur le bord d'une rivière, tu as le niveau d'eau de ta rivière, et puis il se prolonge en fait dans le sol, si tu veux. C'est ça une nappe phréatique. Donc ça peut être sur des bassins, par exemple, une grande plaine. Toute l'eau qui s'est infiltrée dans le sol, elle finit par stagner en une espèce de lac souterrain. Voilà, c'est la nappe phréatique. Donc il peut s'abaisser ou remonter quand il y a beaucoup d'eau, etc. Les nappes phréatiques, je pense que là, elles ont dû bien se recharger dans une grande partie de la France parce qu'il a plu partout, etc. Donc, elles doivent être à leur maximum. Mais il y a toujours de l'eau dans le sol, même quand il n'y a pas de nappe phréatique, parce qu'en fait, comme l'expliquait tout à l'heure Nicolas, tu as de l'eau qui est stockée dans les moindres parties donc dans les argiles. Alors les argiles, c'est des éléments tout petits. Bon, voilà, on finit par en faire beaucoup, mais dans les roches, il y a toujours de l'eau partout, sauf qu'il y a un moment où cette eau, elle reste accrochée à son support et elle ne peut plus être exploitée par les plantes. Donc il y a de l'eau dans le sol, mais elle est inexploitable par les plantes. Alors que la nappe phréatique,
pour le coup, c'est exploitable directement. Voilà. Il y a aussi des cas où tu as les racines des plantes en ce moment qui prennent de l'eau, donc elles prennent tout ce qui tombe et ça n'a pas le temps d'aller jusqu'à la nappe phréatique. Il y a aussi ce cas de figure-là. La nappe phréatique, il faut voir que c'est comme une espèce de lac qui va monter. Donc les racines vont se faire immerger. Et c'est lié vraiment à des quantités d'eau qui sont importantes. Ouais. Quand il pleut pendant comme ça des semaines, là, vraiment, les nappes se reconstituent, quoi. Super, voilà. Super. Alors, est-ce qu'on peut utiliser autre chose que l'eau de la pluie? Tu disais non, Tao, tout à l'heure, quand l'émission n'avait pas encore commencé, je t'entendais parler de la manière dont tu pouvais arroser. En gestion de l'eau, alors... on essaie de récolter au maximum, de faire des réserves, des stocks d'eau. Donc c'est de l'eau de pluie forcément, mais en tout cas, on la stocke pour pouvoir la réutiliser en période de sécheresse. Et économiser au maximum l'eau de ville et toute cette ressource. Après, il y avait aussi la méthode de désalinisation, mais qui n'est pas viable et qui n'est pas exploitable, comme l'expliquait Nicolas. Mais en tout cas, on peut faire en sorte que pendant la période hivernale, là où on a le plus gros des précipitations, avoir ce stock disponible en période estivale pour venir compenser un petit peu au niveau de l'arrosage le besoin des plantes en eau qu'on n'a pas pendant les longues périodes de sécheresse. En tout cas, l'eau de pluie, c'est l'eau du cycle. C'est l'eau du cycle et elle est indispensable et on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer, ouais. Une petite question de Brest. Y a-t-il assez d'eau pour que les animaux boivent? Comment faire pour les sauver? Ça, c'est compliqué. Alors, moi, je vais citer le cas, on a un animal un peu particulier sur le Cap Lardier, qui avait d'ailleurs beaucoup souffert de l'incendie, mais bon, il en reste encore. C'est la tortue d'Hermann. Oui. C'est une tortue terrestre qui vit dans le maquis, dans les endroits un peu comme ça, dégagés du maquis. Ça, c'est un exemple d'un animal qui, par exemple, pendant plusieurs semaines, est capable de ne pas boire. Quand il fait très chaud, les tortues, elles vont aller se mettre dans des petits creux de vallons à l'ombre et attendre que la mauvaise période, elle passe, en fait. Donc, elles se sont adaptées, elles. Donc, elles se sont adaptées. Elles n'ont plus les petites plantes qu'elles vont manger pendant le printemps ou pendant l'automne et qui leur apportent une partie d'eau. Parce qu'en fait, une tortue, je crois que j'en ai jamais vu boire, moi. Ouais, c'est rare. Voilà. Mais elles vont chercher leur eau différemment. Mais par contre, quand il n'y a plus la ressource alimentaire, ce sont des animaux qui sont capables de se restreindre complètement pendant plusieurs semaines. Alors, tu as vu ça, tu as raconté un truc absolument génial. Il y a une plante là sur le Cap Lardier qui fleurit pas au même moment que les autres. Il faut que tu racontes ça aux jeunes qui nous écoutent. Et ça me fait penser à la question qu'il y avait tout à l'heure sur les plantes qui sont adaptées à la sécheresse. Oui, vas-y, raconte ça. C'est typiquement une plante qui est vraiment adaptée à la sécheresse puisqu'elle a... Attends, de quelle plante on parle? Alors, ça s'appelle l'euphorbe arborescente. C'est une grande euphorbe qui fait des rameaux rougeâtres, en fait. Et là, au mois de juin, peut-être même avant cette année, on verra. Peut-être l'année dernière, c'était assez tôt, c'était au mois de mai. En fait, les euphorbes arborescentes qui ont un feuillage un peu vert bleuté, au mois de mai, elles rougissent, comme ça ferait l'automne au Canada ou dans les montagnes de France. Et hop, elles perdent les feuilles. Ah oui, en plein mois de juin, c'est-à-dire qu'elles font le contraire des autres. Exactement. Elles perdent leurs feuilles. C'est-à-dire qu'au moment où elles vont rentrer en fin de printemps, comme ça serait la fin de l'automne, elles rentrent en dormance. Elles perdent leurs feuilles. Elles perdent leurs feuilles. La perte des feuilles, ça fait qu'on n'est plus en train d'évaporer de l'eau ou d'avoir à s'adapter à ces conditions. Donc, hop, elles passent comme ça tout l'été en mode défeuillé. Et puis, dès que les pluies vont revenir, elles vont refaire des feuilles. Donc, c'est vraiment une adaptation à la sécheresse qui est estivale. Voilà. Ah oui, donc elles ont trouvé une solution. Il fait chaud, je perds mes feuilles, comme ça je suis tranquille, j'ai pas besoin d'eau. Hop, à nouveau, il y a de la pluie, là où les autres vont perdre leurs feuilles parce qu'ils n'ont rien compris. Nous, on fait nos feuilles, en fait. Exactement. Donc, génial. Est-ce que les fortes pluies, l'école de... Je ne vois pas encore, désolé. Est-ce que les fortes pluies empêchent les plantes de pousser? Est-ce que les fortes... Ah oui, je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas trop y répondre. Tu ne sais pas trop y répondre, et toi? Moi, je ne saurais pas trop dire, mais je dirais non, parce que la plante récupère l'eau qu'elle a besoin dans le sol, et puis pas en excès. Après, si la pluie a eu un impact sur le sol vraiment important, oui, peut-être en effet de ravinement. L'asphyxie, voilà, c'est ça. Mais ouais. Après, sur les stagnations d'eau, on va dire. Ce qui peut poser souci, c'est les stagnations d'eau.
Oui, qui font pourrir les Ouais, qui font racines. pourrir, c'est ça. Ouais, qui font pourrir les racines. On va avancer malgré les quantités de questions que je vois arriver. Maintenant, mon cher Tao, nous allons aller chez toi. Eh bien, volontiers. On va rentrer au domaine du Rayol, un lieu absolument exceptionnel. Bon, de toute façon, tout était exceptionnel. Hein. Moi, j'ai tout aimé, les ânes, les vignes, tout était merveilleux. Domaine du Rayol qui s'appelle le Jardin des Méditerranées. Je voudrais quand même que tu expliques, avant de lancer la vidéo, pourquoi on l'appelle le Jardin des Méditerranées. C'est quoi ce jardin? Alors, c'est un site du Conservatoire du Littoral qui est en gestion par une association. Et cette association s'occupe d'un jardin qui met en scène différents paysages de climat méditerranéen de par le monde. Donc, le même climat que nous avons ici, et également présent, par exemple, en Afrique du Sud ou en une partie de la Californie. Et le principe du jardin, c'est de mettre en scène ces paysages sous forme de biomes, donc des petites parcelles au milieu du maquis, qui vont représenter vraiment un paysage typique de cette zone représentée. Donc la Californie, l'Australie par exemple, les Canaries, et de faire en sorte que ce soit un paysage naturel. Voilà, et j'ai voulu terminer cette émission par un jardin, parce que je pense que vous êtes peut-être nombreux à soit avoir un jardin à côté de vous, soit en avoir la chance d'en avoir un vous-même ou un balcon, en tout cas quelque chose où on fait le choix de ce que l'on plante, on fait le choix de l'entretenir d'une certaine manière en arrosant peu ou énormément. Et donc je vais vous proposer, on va commencer par regarder la vidéo tournée dans le domaine du Rayol, et puis ensuite on va continuer à répondre à vos questions. Actuellement, la plus grande difficulté pour un jardinier, c'est cette ressource en eau qui est de plus en plus rare. Comment on peut éventuellement adapter la palette végétale à des espèces qui puissent se passer de notre arrosage manuel et ponctuel? Des fougères ont été plantées à la création du jardin, et ces fougères, malheureusement, ont moins en moins d'humidité, parce que les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues, et on a toujours été obligé de les brumiser un petit peu, matin et soir, pour recréer un petit peu cette brume qui est dans leur pays d'origine. On a pris la décision, au fur et à mesure des années, de diminuer ce temps d'arrosage, car la gestion en eau, cette ressource d'eau est de plus en plus rare de nos jours. Ces fougères, malheureusement, vont potentiellement disparaître si elles n'arrivent pas à s'adapter du tout. Il faut changer ses habitudes, on va dire, de jardinage, et ne plus assister systématiquement les végétaux en souffrance qui ne sont pas du tout adaptés à nos régions, et de plus en plus s'orienter sur des végétaux de climat méditerranéen, voire même qui poussent naturellement dans le maquis pour créer nos jardins. C'est des bambous qui ne sont pas originaires de notre climat, et peut-être que dans un futur, on devra peut-être les remplacer par autre chose. Donc là, on attend, voir la réponse qu'ils vont avoir aux premières pluies. Et on ne va pas du tout les assister, même si malheureusement, on va peut éventuellement perdre ce bosquet de bambou. Il faut que le jardinier pense tous les jours, est-ce que cette espèce va tenir? Est-ce que cette espèce va pouvoir s'adapter avec un petit peu plus d'eau, un petit peu moins d'eau? C'est très important de pouvoir créer des jardins avec des espèces qui n'aient pas besoin d'eau, et qu'on puisse économiser cette ressource qui est de plus en plus importante chez nous. Il y a 1000 façons d'arroser. On ne va pas aller donner un petit biberon à chaque plante tous les matins, comme dans une serre ou un petit jardin. Le but, c'est que les plantes soient le plus autonomes possible. Les premières années, on va quand même les arroser, mais le but, c'est qu'après, ça soit autonome. Donc en fait, ça, c'est la gestion un peu générale. Ça veut dire qu'il faut encore plus choisir la bonne espèce. Il y a des espèces adaptées à des endroits, et ça, c'est le travail du jardinier. Ces ressources en eau sont de plus en plus rares, et il faut trouver l'équilibre. Et il faut aussi trouver cette évolution de manière constante et qui soit assez naturelle.
Bon, quand je vous avais dit que le domaine du Rayol était magnifique, je crois que je n'ai pas menti, c'est vraiment un très très joli lieu, mais comme le reste, hein, franchement. En tout cas, il y avait des messages qui étaient importants justement sur comment s'adapter dans un jardin et toute la réflexion qu'il y a eu au domaine du Rayol pour arroser de moins en moins et comment accompagner les plantes. Alors, il y a plein de questions où ça va enchaîner directement. Vos questions sont magnifiques et je tenais à vous le dire. Je pense que vous avez beaucoup travaillé et que vous avez beaucoup réfléchi et c'est un vrai bonheur. J'en ai plein. Combien de litres d'eau utilisons-nous pour arroser une jeune pousse et quelles sont les plantes que l'on peut planter dans l'Hérault? L'Hérault, on est bien dans... Alors, pour une jeune pousse, vous êtes deux à pouvoir répondre là-dessus. Alors, on ne va pas rentrer dans un lettrage précis, ça dépend aussi de la taille du végétal. Mais le but, c'est de l'arroser un petit peu le moins possible. Donc les premières années, on va vraiment l'assister. Et ensuite, au fur et à mesure des années, sur 2-3 ans, on va faire en sorte qu'il n'ait plus besoin de cette assistance. Et qu'il soit autonome, et qu'il puisse vraiment supporter les sécheresses, les températures élevées. Et puis voilà. Donc ça veut quand même dire qu'il faut choisir des plantes que l'on accompagne au début, un peu. Exactement, c'est ça. Mais ensuite, dans l'objectif de ne pas l'accompagner. Qu'elle soit vraiment autonome et qu'elle puisse se débrouiller, qu'on n'ait pas besoin d'arroser notre petite pelouse autour de la piscine, par exemple. Ouais, donc ça change un peu toute la réflexion quand on va dans les jardineries pour acheter des plantes. Exactement. Ça change à peu près tout. Ok. C'est une jolie question de Draguignan. Pensez-vous qu'un jour la végétation ne sera plus verte à cause de la sécheresse, les marrons par exemple? Ce qui sera, c'est peut-être, oui, c'est surtout que si vraiment la végétation venait à changer, bon, elle sera toujours verte. Par contre, on verra beaucoup plus les cailloux qui sont dessus, les rochers, les rochers, etc. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on aura des paysages d'Afrique du Nord, par exemple, qui vont s'installer dans le sud de la France. Donc avec toute la verdure, ils ont aussi des chênes-lièges en Algérie, mais sur des endroits beaucoup plus pelés, en moins grande quantité, on voit beaucoup plus les cailloux. C'est ça qu'on verra en fait. Une autre question à nouveau. Il y a des questions qui sont tellement extraordinaires, je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que les sécheresses sont plus fréquentes en automne et en hiver avec le réchauffement climatique? Ça, c'est une école de Dreux qui nous pose la question. Alors, ce qu'on a pu observer, pour l'instant, c'est des cycles qui se répètent. Donc, sur 4-5 ans, oui, l'hiver, on a vraiment eu des sécheresses hivernales où on n'avait quasiment pas de pluie et qui n'ont pas rechargé les nappes phréatiques et qui n'ont pas permis d'avoir cette continuité pendant la période estivale. Donc oui, on a des sécheresses hivernales, automnales, en plus de ça, d'avoir des sécheresses estivales. Ouais, super. Alors, juste pour compléter, parce que les gens ne connaissent pas forcément, mais le climat méditerranéen, les 3/4 de l'eau, on les a à l'automne, l'hiver et au printemps. Donc c'est grave quand on est en sécheresse automnale. Donc les sécheresses automnales, les réserves se font à ce moment-là. Donc si on n'a pas ça, les grosses chaleurs de l'été et les grosses sécheresses de l'été, les végétaux vont beaucoup en souffrir. Ouais, super. Ok. Question toujours de Draguignan. Si on enlève toutes les habitations du littoral, est-ce que ça améliorera la situation? Alors c'est radical. C'est une solution radicale. Mais oui, si on n'a plus les consommateurs, on n'aura plus les besoins en eau pour alimenter les consommateurs. Est-ce possible? Alors est-ce possible, là, politiquement, comme ça, tout de suite, sans guerre civile, je ne crois pas. Après, on pourra y réfléchir. Après, je me suis aperçu, moi, c'était surtout l'année dernière, en 2023, on a eu un été qui était très très chaud, très pénible, très moite, là, en bord de mer. C'était assez difficile, comme 2022. Et on a eu très peu de monde en juillet. Et en fait, je me demande si ces coups de chaud de plus en plus fréquents vont pas faire que le sud va être un peu déserté. On aura peut-être comme faisaient les Anglais au 19e siècle, ils venaient l'hiver chez nous, peut-être qu'on aura plus une fréquentation hivernale et de moins en moins estivale, parce que ça devient vraiment pénible, en fait, je pense. Ouais, donc ça va se réguler peut-être de cette manière. Superbe. Les régions qui ont trop d'eau, comment pourrait-on faire pour donner aux régions sèches notre surplus d'eau? C'est une école Demont qui nous pose la question. Voilà. Peut-on donner son surplus d'eau? C'est compliqué. De manière écologique, on va dire non, parce que les acheminements d'eau par camion, on consomme du pétrole, c'est pas envisageable à mon sens. Après, il y a des ouvrages qui ont été faits un petit peu plus dans le Haut-Var, par exemple, pour faire des rétentions, des lacs artificiels.
et pour permettre d'irriguer en période estivale et pallier vraiment les fortes sécheresses un peu plus sur la côte. Donc ça a déjà été fait et ça fonctionne très bien. Mais voilà, ça a ses limites. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de vases communicants, j'en ai beaucoup, je t'en donne. C'est que derrière, il y a des impacts écologiques titanesques. En plus, on est un pays assez montagneux. Entre le nord et le sud, il y a quand même des obstacles, il y a des lignes de partage des eaux qu'il faut franchir, c'est quand même assez compliqué. Le stockage, il y en a dans une certaine mesure. Je pense au lac du Der là, qui draine les eaux au-dessus de Paris, qui a dû se remplir, là, qui est bien plein, etc. Il y a plein d'ouvrages comme ça qui vont protéger en dessous et qui permettent de redistribuer à l'eau après. Mais après, par exemple, toutes les pluies qui seraient tombées en excès dans le Bordelais, comment est-ce qu'on va les amener dans les Pyrénées-Orientales, où ils en ont bien besoin en ce moment? Alors, il y a le canal du Midi, mais ça va irriguer un peu le canal autour du canal. C'est compliqué. Ça pose la problématique, en tout cas. Une belle question. Pourquoi on dit qu'on manque d'eau alors qu'il y a une grande surface d'eau sur Terre et que le niveau d'eau monte? Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, on ne manque pas d'eau salée, hein. Ouais. En fait, le problème, c'est que dans les 70% de globes terrestres recouverts d'eau, c'est par de l'eau salée, avec des taux de salinité à plus de 30 grammes, 40 grammes par litre. Le sel, c'est un grand toxique, hein. Moi, je le vois sur la végétation, quand il est envoyé par les coups de vent sur la végétation, je peux vous dire qu'elle n'aime pas ça du tout. Donc, on a beaucoup d'eau, mais c'est une eau qui n'est pas utilisable par nous, hein. Alain Bombard, il en buvait dans son évasion solitaire en Méditerranée et il n'a pas fait ça longtemps, parce que c'est très toxique en fait. Donc on ne peut pas arroser avec de l'eau salée, on ne peut pas boire de l'eau salée, donc on a beaucoup d'eau, mais sans la désaliniser, ce qui, on l'a dit tout à l'heure, coûte très cher et consomme beaucoup d'énergie, on ne peut pas en faire grand-chose. Ouais, c'est ça. Est-ce que les cactus ont besoin d'eau? Oui, de par leur forme, en fait, les cactus font des réserves d'eau. Ils vont pouvoir résister à des périodes de sécheresse beaucoup plus importantes parce que ces réserves d'eau, ils les consomment au fur et à mesure, mais ils ont quand même besoin d'eau pour reconstituer ces réserves. Une plante a besoin d'eau pour vivre, et même comme nous, tout à fait. Comme nous, ouais. Sans eau, il n'y a pas de vie. Bien sûr. Avicenne qui nous demande quel est le geste à adopter pour sauver et préserver la flore. Belle question que se posent tous ces jeunes. Hein. Et puis c'est très vaste. C'est très vaste. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que moi, sur le site où je travaille, par exemple, j'ai des soucis pour préserver la flore des lieux. J'ai des soucis, par exemple, d'envahissement par des plantes qui sont exotiques, qui ont été ramenées à certaines périodes de l'histoire du site et qui posent d'énormes problèmes sur la composition des écosystèmes, en fait. Donc, par exemple, si je peux conseiller quelque chose, c'est d'éviter... En fait, en local, on a souvent les solutions, mais on aime bien aller chercher les trucs exotiques parce que... Voilà. Donc, non. Plus on sera en local pour beaucoup de choses, d'ailleurs, et mieux ce sera. Donc, il faut, par exemple, essayer de ramener un joli tilleul dans son jardin plutôt que d'aller chercher un Washingtonia de Californie, enfin pour moi. Voilà, rester dans finalement des plantes en plus qui sont déjà adaptées et pour lesquelles l'écosystème existe déjà, la plupart du temps. Oui, et puis le commerce... En général, ne vont pas demander beaucoup d'eau. Voilà, qui se sont déjà adaptés. Il y a une question, alors je ne sais pas, peut-être que c'est une école qui a prévu d'aller à Saint-Trope. Est-ce que le manque d'eau sera encore pire cet été dans le golfe de Saint-Tropez? C'est l'école Édouard à Dreux. Non, je pense peut-être un voyage scolaire. Là, on est sur un cycle où on a eu des bonnes précipitations. Donc cette année, je pense que si on continue vraiment sur ce cycle-là, on aura une meilleure année que ce qu'on a pu connaître en 2022, 2023. L'année dernière, on était en alerte sécheresse déjà à partir du mois de mars dans le golfe de Saint-Tropez. Il y avait l'interdiction d'arrosage déjà à l'époque, vraiment très très tôt. Et en fait, c'était notamment dû parce qu'on a quelques réserves d'eau comme le barrage de la Verne qui était vraiment au plus bas.
alors que la période sèche allait commencer. Là, cette année, il doit être bien rempli. Donc là, cette année, je pense que ça va mieux. Là, voilà, ça ira mieux. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire très très chaud. Oui, on aura très chaud, ça c'est sûr. Vous aurez très chaud, c'est très. Alors, une question de l'école de Brest. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de fleurs? C'est-à-dire, est-ce il y aura encore des plantes à fleurs qui réussiront à être adaptées à la sécheresse? Oui. Les plantes de chez nous font des fleurs systématiquement. Elles les font au printemps. L'été, ça, on n'aura pas forcément des fleurs en période estivale, mais c'est pas le cycle méditerranéen. Le cycle méditerranéen, c'est l'été, la plante est en repos végétatif. Il y en a certaines qui perdent leurs feuilles pour supporter ces températures excessives. Il y en a d'autres qui consomment un petit peu, comme les cactés, l'eau dans la plante. Mais il y aura toujours des fleurs en dehors des périodes estivales et des longues périodes de sécheresse. Donc, dès qu'il y aura une petite goutte de pluie qui va commencer à tomber, la fleur va vouloir se reproduire et faire... La plante va vouloir se reproduire et faire une fleur. Ouais. Donc, une belle question. Entre les humains et les plantes, qui utilise le plus d'eau? C'est une jolie question. Je crois que j'ai la réponse. Pierre? Je pense que c'est nous, les humains, beaucoup plus que ce dont on a besoin. Oui, en fait, voilà, c'est surtout au niveau efficacité d'utilisation. Les plantes, c'est 100% d'efficacité et nous, alors, on gaspille, c'est ça le problème. Il y a des plantes qui sont adaptées, par exemple, chez nous en milieu sec, à faire leur cycle en quelques semaines, quelques mois. C'est-à-dire que les pluies arrivent, on germe, on développe le feuillage, le printemps arrive, on développe la fleur, on va faire la graine avant l'été et on meurt. Donc en quelques mois, on a fait tout le cycle d'une vie de plante, on s'est reproduit, on a relaissé les graines en place pour la suite. Donc c'est une optimisation maximale, voilà, mais avec peu de moyens. Nous c'est pas pareil, on a des gros consommateurs, on a toujours soif. Oui, c'est ça. Non, mais c'est joli parce que ça veut dire que d'un point de vue naturel, la plante, elle prend ce dont elle a besoin. Exactement. Elle prend ce dont elle a besoin pour elle-même, pour se reproduire, et elle s'arrête là. Elle est sobre par nature, en fait. Alors que nous, on est sur tout un tas d'usages complètement différents. C'est joli aussi, mais il y a plein de jolies questions. Alors, une pour toi. Comment arroser les plantes pour économiser l'eau? On a déjà un peu répondu tout à l'heure, en fait. Comment arroser les plantes pour économiser l'eau? Alors, déjà, en faisant des réserves et en gardant cette eau pour pas gaspiller l'eau de ville, c'est déjà une bonne solution. Ensuite, il faut limiter au maximum et choisir des végétaux qui soient adaptés aux conditions climatiques, donc longue période de sécheresse et températures un peu plus élevées. Nous, par exemple, au jardin, on a des végétaux de climat méditerranéen et de plus en plus, on tend vers des végétaux de climat semi-aride pour justement avoir un peu cette résilience à la sécheresse qui soit beaucoup plus importante. Donc on essaye vraiment de cibler le paysage et de ce qu'on va pouvoir créer et proposer un petit peu en solutions annexes au jardin actuel qui sont peut-être un peu plus demandeurs en eau. Mais en tout cas, voilà, la solution, c'est vraiment de cibler le végétal de base pour qu'il soit adapté à la longue période de sécheresse. Et puis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagner un petit peu au début. Oui, les premières années, et puis après, peut-être sur la question, moi je la comprends comme... il y a aussi ne pas arroser en plein milieu de la journée, en plein soleil, ou l'évaporation, et la plante n'est pas réceptive. Bien sûr. Donc sur des choses pratico-pratiques, il vaut mieux arroser le soir. Oui, c'est clair. En fait, tout ce qui peut, ce qui permet de limiter les apports en eau. Ouais. On peut pailler les sols aussi. On peut pailler les sols. Pour faire que l'humidité, elle reste là, une fois qu'elle est rentrée, au lieu de s'évaporer tout de suite. Oui, ce que tu fais toi aussi, tu sèmes des choses au pied de tes vignes pour que justement ça vienne... Pour qu'on couche après dans la saison, pour que ça vienne faire un paillage et évite l'évaporation des sols. En tout cas, j'ai l'impression que vous pensez en permanence, tous vos choix sont dictés par la sobriété de la consommation d'eau. C'est-à-dire faire en sorte de consommer le moins possible, de stocker le plus possible, pour que la plante ait le plus possible, le plus longtemps possible, ce dont elle va avoir besoin. C'est ce qui vous guide dans vos choix. Et je pense que ça, c'est joli que tout le monde puisse y réfléchir, en fait, même à un niveau de jardin. Il nous reste très très peu de temps. Une jolie question. Est-ce que le manque d'eau est à cause de nous ou de nos ancêtres? Alors, qui sont les ancêtres? J'espère que j'en fais pas déjà partie. Alors, qui sont? On va dire que les ancêtres, c'était vraiment voilà. Je vais pas mettre dedans. Alors,
À cause de nous ou de nos ancêtres, ce manque d'eau? Bon, c'était un peu compliqué, mais je pense qu'il y a des choix qui ont été faits avant qui n'ont pas forcément été judicieux. On en prend de plus en plus conscience maintenant actuellement, donc on est sur la bonne voie, mais il faut continuer à avoir cette pensée et toujours faire attention, mais pour pas empirer les choses. Il faut vraiment que nous aussi on prenne conscience, que cette génération prenne conscience, qu'on peut aussi acter à notre niveau, surtout si les changements sont rapides. Voilà, plus on va agir rapidement et plus on va le faire tous ensemble, et mieux ça se passera. Donc il n'y a pas forcément de notion de à qui la faute. C'est pas ce qu'il faut retenir du tout. C'est joli. On cherche pas à qui la faute, mais plutôt que faire maintenant. Exactement. Donc il y a une jolie question et il va falloir qu'on se quitte très rapidement. C'est qu'est-ce que l'on peut faire face au manque d'eau? J'aimerais que vous donniez un conseil, que chacun de vous donne un conseil à tous ces jeunes qui ont posé des questions tellement magnifiques. Est-ce que vous croyez que la population a compris que le manque d'eau était un vrai problème? Enfin, quel conseil vous donneriez? Il y a eu beaucoup de mots importants dans ce que vous avez dit: s'adapter, réfléchir, être sobre, changer nos comportements. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous avez envie de leur donner? Non, moi je resterai sur le fait que voilà, le mot qui va devoir nous animer tous, ça va être une certaine sobriété qu'il va falloir qu'on réapprenne. Nos grands-parents la connaissaient très très bien. Il y a beaucoup de gens justement dans nos ancêtres là qui étaient habitués à avoir beaucoup moins de confort matériel et technologique qu'aujourd'hui et qui en vivaient beaucoup mieux. Donc non, il faudra être plus sobre. En fait, la nature, elle nous apporte, pour moi, qui en ai fait mon métier, elle nous apporte tout. Tous les divertissements qui soient possibles de trouver, on les trouvera dehors. Donc soyons juste sobres et ressortons, et en fait, ça se fera naturellement, je pense. Voilà. Tao, Nicolas, d'autres conseils? Un partage, moi je dirais, il va falloir partager. Donc on vit en société, c'est bien de partager, donc l'eau va être amenée à être partagée aussi, donc il va falloir réfléchir à ça et être prêt à tous, comme dit Pierre, il y a sûrement un moment et un besoin de sobriété, mais du coup qui peut passer par le partage et du coup peut être une richesse aussi. Joli comme message. Tao? Moi, je pense, pareil, partage et sensibilisation au quotidien. Et voilà, les petits gestes font on a un impact au final. Donc, c'est vraiment continuer dans cette pensée-là. Et l'éveil des consciences a déjà été fait. Donc, il faut continuer dans cette lancée-là. Et voilà. Et agir plus vite. Et agir. Et agir plus vite. Ce sera peut-être le mot de la fin. Il va falloir qu'on s'arrête. Je pense qu'il y a tellement de questions qui restent encore et qu'on n'a pas eu le temps de traiter, mais vous avez tellement travaillé, tellement réfléchi, et c'était tellement joli d'interagir avec vous. Voilà. Je pense qu'ils sont fatigués là maintenant, les trois. Ils vont être contents de retourner dans leur bureau. Je voulais déjà vous remercier d'avoir participé à cette émission, d'avoir posé toutes ces questions magnifiques. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller au domaine du Rayol, rencontrer Tao, d'aller au Cap Lardier, Cap Taillard, rencontrer et Raymond et bien entendu Pierre, d'aller dans les vignes de Nicolas, parce qu'ils seront tellement passionnés que prévoyez plusieurs heures avec eux, parce qu'ils répondront toujours à vos questions. De mon côté, je remercie toute l'équipe technique qui fait en sorte, il y en a par là, il y en a par là, qui fait en sorte que tout fonctionne très bien. Je remercie beaucoup le Conservatoire du Littoral pour la volonté de vous présenter ces émissions et pour tout le travail qui est fait et toutes les personnes qui ont été tellement disponibles. Un merci particulier à Sophie, à Jérémy, à Raymond qui n'étaient pas là et qui ont donné tellement de leur temps aussi pour vous faire toutes ces belles images. Et je terminerai par un merci très très particulier pour la Fondation Procter & Gamble, sans qui l'ensemble de cette émission ne pourrait pas être faite et sans qui toutes ces vidéos n'auraient pas pu être tournées. Qu'est-ce que je vous souhaite? Plein de bonnes choses. J'espère que vous avez bien écouté tous les conseils qu'ils vous ont donnés et que vous allez vraiment les appliquer. À bientôt.